Bienvenue sur le podcast L'entreprise familiale nouvelle génération. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de l'entreprise familiale Lippi. Nous allons voir comment la nouvelle génération de repreneurs, les deux frères Lippi, ont fondamentalement réinventé le management système de leur entreprise. Nous nous arrêterons aussi sur les premières années de la transmission pour en tirer avec 20 ans de recul des enseignements que j'ai trouvés hyper inspirants pour tous les jeunes entrepreneurs familiaux. Pris dans le fil de nos échanges et de mes questions, vous allez découvrir un dirigeant qui se livre en direct et avec beaucoup d'authenticité à un exercice de relecture spontanée de ces 20 dernières années. C'est du précieux et ça mérite de l'écouter jusqu'au bout. Je suis vraiment ravi de partager ça avec vous. Tu as repris le flambeau de l'entreprise familiale, où tu as créé ta propre boîte, et tu sens que ton entreprise a besoin de vivre un virage pour devenir plus agile, plus collaborative. Au fond de toi, tu as l'intuition qu'on peut créer un décalage stratégique dans cette boîte par une culture plus humaine et une organisation plus horizontale et responsabilisante. Tu es au bon endroit. Mon nom est Thomas Fiot et au travers de mon métier de coach et d'accompagnateur, j'aide depuis plus de 15 ans des entrepreneurs familiaux à réussir leur pari. Dans ce podcast, je t'aide à trouver de l'inspiration et des idées en te faisant rencontrer des dirigeants familiaux avec des expériences inspirantes et en te partageant des outils impactants pour faire pivoter ton entreprise. Mon intention, c'est que tu trouves ici des clés pour marquer ton empreinte sur ta boîte. Merci de ton écoute. Tu es prêt ? Allez, c'est parti. Bienvenue à toi, chère auditrice, cher auditeur. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Frédéric Lippi, président de l'entreprise Lippi. Lippi est une entreprise familiale industrielle qui propose toute une gamme de produits pour le jardin, clôtures, portails, occultants. L'aventure de Lippi depuis 20 ans nous montre encore une fois comment les entreprises familiales peuvent être fondamentalement innovantes et parfois même de véritables précurseurs sur leur marché. Lippi a été pionnière dans la mise en place d'un nouveau modèle d'organisation responsabilisante au début des années 2000, fortement inspiré par le livre d'Isaac Getz, Liberté et compagnie. Cette démarche a été régulièrement relayée dans la presse. Je vous citerai 3 articles. L'usine nouvelle du 7 novembre 2013 qui cite Lippi, libre comme un fabricant de clôtures. Ou un article sur le site du Monde du 27 mai 2014, l'entreprise libérée fait des émules en France, dans lequel évidemment l'entreprise Lippi est citée. Et une étude de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, sur l'innovation managériale en septembre 2015 qui cite Lippi, une société 2.0. Plus de 15 ans de recul sur ce type de démarche, c'est suffisamment rare pour mériter de prendre le temps d'un retour d'expérience. C'est ce que nous allons faire dans une première partie de l'épisode. Et dans une deuxième partie, nous parlerons transmission, et des conditions dans lesquelles Frédéric et son frère ont pris les rênes de l'entreprise il y a 20 ans, les premières années de direction, en cohabitation avec la génération précédente, les décisions prises, et vous savez bien, celles qu'on se dit avec le recul qu'on aurait dû prendre. Comme cela arrive parfois dans le monde du business, Lippi fait face depuis 3 ans à un effondrement de son marché. Situation délicate qui a mis l'entreprise en grande fragilité. Dans notre échange préparatoire, j'ai senti comment ce moment inconfortable est pour Frédéric un temps propice pour revisiter son histoire personnelle de dirigeant et celle de l'entreprise. Voilà, cher Frédéric, après ces quelques mots, qu'aurais-tu envie d'ajouter pour te présenter et te faire connaître un peu plus de nos auditeurs ? Ah, de faire. Moi, la chose que j'ai notée sur mon carnet là, en t'entendant Ouais. dans tes propos liminaires, c'est qu'est-ce qu'on aurait fait différemment? Rien du tout en fait, parce Mm. que faire différemment, c'est pas possible. Il y avait qu'un seul chemin avec les embûches, et donc à chaque fois que j'ai pris une décision ou que nous sommes concertés. Heu, Avec mon frère ou mes parents, on a pris la seule décision qui s'imposait à nous, vraisemblablement compte tenu de notre niveau de connaissance et de conscience, à chaque instant, en fait. Donc je crois qu'il y a pas d'autre chemin que celui que je vis, qui est possible, et de toute façon, les branches de l'histoire qui n'ont pas eu lieu, finalement, nous intéressent assez peu.
En revanche, vraisemblablement, je ma personnalité, s'est trouvée, vraisemblablement, modifiée, au cours de l'histoire par, ce que j'ai, compris, cru comprendre, ou simplement par les scarifications, du métier, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a des choses que tu aurais envie de nous dire un peu plus sur toi-même, sur l'entreprise, j'ai fait vraiment ça très très Alors rapide pour te alors laisser. oui oui, alors si tu veux, donc moi j'ai 50 ans, ça fait, 51 ans, ça fait, 20 ans que je suis dirigeant. Heu, Avant je faisais d'autres choses avec, pas mal de succès d'ailleurs. Et donc oui, donc j'ai rejoint l'entreprise familiale, à 31 ans. Mon frère était déjà dans l'entreprise et la question, qui se posait, c'est est-ce qu'il y avait de la place pour plusieurs, pour diriger une entreprise qui faisait en gros 50 millions d'euros et qui avait 350 ou 400 personnes en fait. Hmm. Heu et donc la réponse à cette question a été oui, parce que de toute façon, il y a toujours des choses à faire, je me suis engagé dans une aventure, en en me disant que, j'avais peut-être une mission et qu'en tout cas, mes précédentes expériences, professionnelles, s'avéraient être l'antithèse de ce que j'allais faire. Plutôt d'ailleurs mes expériences managériales, quoi. Et donc j'ai essayé de sortir du mode j'ai essayé extrêmement tôt de sortir du mode injonctif, quoi. Hmm. Dans lequel je me dis: «Bon, bah, avec beaucoup d'hésitation, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de tâtonnements pour essayer de construire un système d'entreprise, qui fonctionne sans y perdre sa vie de dirigeant, en fait». Voilà. Et son énergie de dirigeant. C'était ça l'intention hein, au Je pense démarrage. que c'était ça l'intention, l'intention de départ, oui, c'était que l'entreprise puisse, oui, fonctionner avec sa propre énergie, en fait. Avec l'énergie du collectif et pas avec l'énergie sans cesse injectée, par le dirigeant ou le management, quoi, voilà. Et vous êtes allé très tôt dans cette direction, parce que finalement, quelques années après avoir pris les rênes de l'entreprise avec ton frère, vous avez... Nous, on a été mandatés, enfin on a eu le mandat social, Julien et moi, en même temps, je crois de juin 2007 ou juin 2008, je crois et on est tombé quasiment immédiatement dans la crise, financière de 2008 alors moi ça faisait 3 ans, parce que j'ai commencé le 1er janvier 2005 et oui, je crois, moi, je marque l'inflexion en 2000, ouais, quasiment quand on a le mandat social, où on commence à réfléchir en se disant: «Tiens, il y a la poussée internet, il y a une poussée internet». On est au début du web 2.0, c'est-à-dire la possibilité que l'utilisateur a à interagir avec les serveurs, hein, puisque juste avant, c'était exclusivement descendant, hein, donc du serveur à l'utilisateur et là on est rentré dans l'ère de l'utilisateur vers le serveur et donc ce qui nous est apparu quasiment instantanément, c'est que c'est un phénomène de communication qui allait, bouleverser, la structure hiérarchique des entreprises, et du coup les rapports sociaux. Et donc on s'est engagé à ce moment-là dans des prémices peut-être, d'un mode de fonctionnement alors qui était externe à notre, puisqu'on a utilisé un média pour faire de la transformation d'entreprise, donc c'était avant notre propre transformation interne, si tu veux, de chef d'entreprise. Mais on s'est dit voilà, donc on a formé l'ensemble du personnel à utiliser internet et ce faisant, pour ses besoins propres d'ailleurs, hein, parce que la question n'était pas uniquement de transformer, les modèles économiques de l'entreprise. Pas exclusivement, d'ailleurs 20 ans après, je crois qu'ils n'ont pas beaucoup changé non plus dans ce marché-là.
des marchés qui sont hermétiques à l'avancée de l'histoire, tu vois. Quasiment. Et donc on a formé l'ensemble du personnel à internet et ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire qu'on a effectivement changé, modifié, structure de l'entreprise puisque chacun, sur la ligne de production était en mesure d'interpeller, le dirigeant par, heu, par, heu, par médias interposés, par internet en fait. Et il pouvait le faire, dans la vraie vie, il le faisait pas tellement, mais avec internet et son pouvoir était décuplé, quoi. En fait, c'est ce qu'on voit sur LinkedIn ou sur, Twitter où les gens s'interpellent les uns les autres sans se connaître, voilà. Donc moi, mon expérience, c'est que dans un système d'entreprise qui est plus restreint, heu, la violence sur internet n'existe pas, en fait. Ah ouais, Ça n'a jamais eu lieu. ouais. Donc ce qu'on voit, dans le public, ça n'est jamais arrivé sur nos Mmh. réseaux privés, en fait. Ouais, à l'intérieur de l'entreprise, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas, voilà. Ouais. Et donc ce qui s'est mis en place à part ça, c'est plutôt un climat de confiance dans lequel, l'entreprise faisait des choses pour les uns et pour les autres, et donc ça a commencé à renverser, je crois, ou renverser ou fissurer, la représentation que chacun se fait de ce que c'est qu'une entreprise avec un patron et des exécutants. Ouais, donc ça a redonné, il me semble, du pouvoir au corps social, pour, commencer à appréhender, le système entreprise comme un peu plus sa propriété et s'approprier les problèmes à résoudre, et s'approprier les compétences pour petit à petit résoudre des problèmes de plus en plus sophistiqués. Voilà, c'est en ça que c'est assez tôt. Après, je me suis rendu compte que il fallait que moi je change pour, changer durablement le système. Ça, c'est venu un petit peu après. Ah OK. Mais le ce qui le démarrage, à proprement parler, c'était celui-ci. Ouais. Voilà, Donc celui de l'internet, for voilà. formé à internet, hein, c'est étonnant. Ça Mais vous avez on revient parce que c'est oui, mais parce qu'en fait, moi, je savais pas, j'ai appris qu'après, c'est que, la déhiérarchisation est à l'œuvre depuis que la hiérarchie existe, à chaque fois qu'il y a une révolution de la communication, en fait. c'est ça. Mmh. Et j'ai l'impression que tu l'as fait intuitivement, en fait, hein? C'est On a fait quelque chose qui est parfaitement intuitif, oui. ouais, mais en même temps, tu Ça nous est apparu comme une espèce, d'évidence qu'il fallait trouver un moyen, presque une allégorie pour donner, la parole, aux opérateurs de l'entreprise, oui. mmh, tu avais déjà fait la rencontre, d'Isaac Getz à cette époque-là? Ou comment ça s'est passé, Non, cette aventure-là? Isaac, je pense qu'on s'est rencontrés, de façon assez fortuite et d'ailleurs pas directement par l'intermédiaire de son co-auteur, puisqu'il est dans l'actualité en ce moment, il écrit un livre Ouais, avec Laurent Marbaché. ouais, Et donc c'est par l'intermédiaire de Laurent que j'ai rencontré Isaac, et je pense que c'était un peu plus tard que ça. Ça devait être en 2010 ou 11 ou 12, peut-être à peu d'accord. près à ce moment-là. Voilà. Vous aviez déjà commencé un chemin dans l'entreprise, Ouais. avant de le Oui, 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 rencontrer? oui, parce que, Ouais, en fait, avec quelques chefs d'entreprise, on était plutôt dans une démarche d'auto-observation de nos opérations de laboratoire, sous l'œil, sous l'œil de laborantins, sympathiques. Voilà. OK. Tu avais créé un oui, tu avais rejoint un groupe Non, d'entrepreneurs, c'est ça qui ouais, j'avais rejoint un groupe d'entrepreneurs, oui, oui, ouais, absolument. Ouais, qui de vivait quelques ce type de démarche ou qui qui vivaient ce type de démarche, oui, absolument. OK, OK. Qui Parce vivaient que un vous avez ouais. Et Pour on avait des séances de travail, je sais pas, une fois tous les 2 mois ou tous les 2 mois, OK. comme ça. Qui a fait que l'IPI fait vraiment partie pour moi des parmi en France, en tout cas des premières entreprises, en tout cas, enfin, qui a démarré il y a un certain temps, ce chemin vers, des modes d'organisation et des cultures plus responsabilisantes. C'est d'ailleurs, intéressant le terme que vous utilisez en interne, hein, vous utilisez, le mot, émancipation des collaborateurs. Je trouve ça vraiment Ouais, intéressant. Ouais, oui, on a eu un peu ce vocabulaire-là pendant un temps. Enfin, en tout cas, j'ai eu ouais, ce vocabulaire-là pendant un temps, ouais. ouais. Je
à vrai dire, je l'ai utilisé sans m'être penché réellement sur la définition, mais je crois on n'en est pas loin, quoi. Il s'agit de repenser son système de croyances et je crois que j'ai largement contribué à ce que les collaborateurs de l'entreprise aient une vision de ce que c'est qu'une entreprise qui est un peu différente de ce qui se joue ailleurs, quoi. Hmm. Mmh. Il y a eu, quelles ont été les grandes étapes là, dans votre cheminement qui ont fait avancer l'entreprise dans ce mouvement un peu de réinvention culturelle? La je sais plus trop, tu vois? Ben oui, c'est quelques années. Je sais marquer le début de l'histoire managériale, enfin de cette histoire managériale, pas le début de l'histoire managériale, le début de cette histoire managériale-là. Évidemment avec la question d'internet, tout un tas d'essais qu'on a fait pour changer le mode de management, en fait. C'est-à-dire, en fait, on a essayé de coopter les leaders d'équipe, enfin, on a fait OK. plein d'essais, c'est un peu après. En fait, ayant baigné dedans, je sais plus ce qui est, significatif et à vrai dire, j'ai un peu perdu la mémoire de, des grandes articulations, de l'histoire managériale. Hmm. En revanche, un peu plus récemment, j'avais entrepris en fait, pendant très, très longtemps, j'ai été à l'APM Oui. et j'ai adoré. Vraiment, j'ai Hmm. adoré ce cette fenêtre, ces rencontres avec, ces experts, je ne sais pas si on les appelle encore les experts, mais qui ont pensé leur expertise et qui sont capables de la transmettre. J'avais été bluffé par ça et j'avais été aussi un peu, j'étais resté un peu sur ma faim parce que je me dis: «J'ai vécu une journée super, il y a eu, 50 idées dans la journée, le slogan c'est u une rencontre, une idée, c'est quand même dommage. Il vaudrait mieux qu'il y ait 50 personnes dans la salle de l'entreprise qui entendent et qui essayent des choses de» et donc j'ai créé un APM dans l'entreprise. Ouais. Dans lesquels on recevait un alors bon, je pense que de s'abreuver, de faire des séminaires avec des gens qui viennent de l'extérieur, c'est pas, c'est pas une idée, parfaitement singulière. Mais dans une entreprise qui fait 300 personnes, c'est singulier, oui. Hmm. Ça reste singulier. C'est donc il y avait Et donc, 40 je crois qu'il y avait une quarantaine de personnes ou peut-être un peu moins, non, ou s'il y avait 2 groupes à un moment donné. Il y a 2 groupes. Donc 2 groupes, une quarantaine de personnes, qui géraient leur propre club à l'intérieur de l'entreprise et qui faisaient venir, un un expert, je sais pas, tous les mois ou tous les 2 mois, enfin. c'est ça. Et ça, ça a beaucoup, 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 beaucoup évidemment, ça a le même effet sur, l'ensemble du corps social que ça a eu sur moi, hein. C'est-à-dire, ce que je sens, c'est que dans ce mouvement hein, qui remonte quand même à la particularité de l'IPI, je le disais tout à l'heure, c'est que vous avez démarré tôt, il y a un certain nombre d'années, et du coup, Et on n'avait pas le choix. vous baignez dedans, et c'est pas toujours facile de se souvenir et que dans le détail de toutes les étapes, hein, j'entends et te reviennent quelques Mmh. moments clés, et là, tu partages un moment, tu nous partageais peut-être le moment, l'un des premiers actes qui était de Mmh. donner accès à tout le monde à Internet dans Mmh mh. l'entreprise, qui à l'époque, aujourd'hui, ça paraît, on dit, mais attends, mais so what? Oui, mais sauf qu'il y a 20 ans, c'était, Il y a 20 ans, dans les boîtes de cette taille-là, il y avait voilà, 4 adresses email, quoi, hein. c'est ça. Où il y en avait C'était, encore, où il y avait c'était- encore des fax, où il y avait encore des fax, hein. donc c'était tout à fait, tout d'un coup, ça démocratisait l'accès à l'information. Et puis là, tu décris une autre étape qui était, Il y avait pas d'iPhone, hein. ouais, ouais, c'est ça. Et puis cette autre étape de permettre des APM. Alors pour nos auditeurs, l'APM, l'Association pour le progrès du management, donc c'est une grande organisation qui propose à des dirigeants de se retrouver une fois par mois pour une journée où un expert vient pitcher sur un sujet intéressant, passionnant de la vie des entreprises. Et le fait de le rendre accessible en interne, ce que je sens, c'est que ça a contribué à à un désir en toi d'ouvrir, de permettre à tes collaborateurs d'ouvrir les chakras, en fait, hein, de se dire, au fond, on va gagner ensemble si on aide nos collaborateurs à ouvrir les fenêtres, à élargir leur champ de vision, à voir l'entreprise différemment,
à quelque part un peu voir ce qu'un chef d'entreprise, ce dont un chef d'entreprise a accès à l'extérieur et qu'en interne, on n'a pas tellement accès. Et je sens qu'il y a comme un pilier important pour toi là. Alors, cette démarche, en fait, cette démarche en fait, c'est une démarche d'élargissement du champ culturel. Moi, je pense que sur le système entreprise, le à partir du moment où on a essayé d'identifier ce que c'est qu'une vision et ou une stratégie, et qu'on a raisonné sur cette stratégie pour essayer de se donner une voix, si tu veux. Le deuxième pilier, c'est que, on a mis en place les systèmes réflexifs de l'entreprise, c'est-à-dire, on regarde les datas et on pose des hypothèses sur ce qui dérive par rapport à l'objectif ou par rapport au standard et on essaye de le résoudre et donc ça, on essaye de le résoudre au plus près, du terrain naturellement. Donc ouais, on a déjà, on a une vision et des modes, d'interaction en fait qui sont normés. Et le troisième pilier, c'est, d'être clair avec soi-même quoi. Enfin, donc nous, on a mis aussi beaucoup d'inclusion et un certain nombre d'autres processus pour essayer d'être clair avec soi-même, pour pouvoir participer, et à l'expression de la stratégie au jour le jour et à l'élaboration de la stratégie. Moi, je pense que c'est important que chacun des collaborateurs de l'entreprise puisse être invité à participer à l'élaboration de la stratégie. Bah, le quatrième point, c'est qu'il faut un élargissement du champ culturel. Il n'y a pas d'invention d'un futur avec, un regard stricto sensu sur ce que je connais déjà, en fait. C'est ça. Donc voilà, pour moi, il y a les 4 piliers fonctionnent, les uns avec les autres. Donc oui, effectivement, pendant, des années, j'ai considéré qu'il valait mieux, qu'une partie du corps social, une toute ou partie du corps social d'ailleurs, accède, à la connaissance en direct, pour servir l'élaboration de la stratégie, son exécution, au quotidien et sa verticalité, sa propre émancipation en fait, voilà. Donc oui, c'est un schéma que tu vois, qui m'était un peu sorti de la tête enfin qui est complètement intégré dans mon fonctionnement alors qu'il mérite quand même peut-être quelques explications quoi. Ouais, oui, C'est pas limpide. c'est tout à fait, en tout cas, tout à fait original, je trouve. Pas Et tant que ça en fait, pas tant que ça, parce que en fait, ces 4 piliers en fait, ils s'appellent différemment dans la pensée de Peter Senge, ouais, hein. ouais, Puisqu'en fait, ce sont les 4 piliers, qui amènent au cinquième, hein, qui est la ouais, pensée complexe, hein. Ils ouais. sont appelés différemment naturellement, mais c'est un peu ça. Mais on retrouve ça aussi moi j'avais trouvé cette élaboration un petit peu différente dans un magazine de management de l'armée américaine. Ah Donc oui, on doit être en, je sais pas, 2010. Le magazine s'appelle, je sais pas s'il existe encore, hein, d'ailleurs. Ça s'appelle C2, Command and d'accord. Control. Ouais, ok. Ouais, donc c'est pas si singulier que ça, Ouais, ouais. donc peut-être on le sait pas, une représentation des systèmes, collaboratifs, des systèmes collaboratifs dans le but d'aboutir à une stratégie, qui sont connus et reconnus et qui sont super, détaillés, en fait. Ouais. Donc, quatre piliers, hein, j'entends. Du coup, on a zoomé un peu sur ce pilier sur lequel, voilà, l'élargissement du champ culturel, où par exemple, il y a eu des conférences et même les collaborateurs entre eux pouvaient décider de qui ils allaient inviter. C'était C'était ouvert leur à, club, en fait, c'était leur club, c'est ça. c'était C'était leur ouvert à enfin, tous? C'était ouvert à tous ou c'était non, non, des alors, cadres? C'était quoi? ça C'était. aussi on a un peu tâtonné. Bon, je pense qu'on a de faire, 3 ans, peut-être. Bon, puis après l'histoire nous a rattrapés, 3 ou 4 ans. Mais, non, au début, on avait choisi quelques intervenants pour le test et enfin quelques collaborateurs et puis ensuite on leur a dit: «Bon voilà, vous le 1er, la première rencontre, c'est, vous allez être, réunis entre vous. La première journée, c'est, le cadre de fonctionnement».
Donc, vous êtes là, vous restez combien de temps? Qui sont les suivants? Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est 2 groupes? C'est combien de fois par an? C'est comment on se dit les choses? S'il y en a qui prennent la place et qui viennent pas, qu'est-ce qu'on fait? Enfin voilà, donc un cadre de fonctionnement qui appartienne au groupe, alors qui est supervisé par un animateur extérieur, mais qui appartient au groupe. Parce qu'après moi je j'ai pas besoin enfin surtout c'est pas j'ai pas besoin, c'est que je ne veux pas être témoin de ça. Mmh. C'est encore une fois, je le dirigeant déforme les relations dès qu'il est en présence. Ah oui, Enfin, en tout cas, c'est ma croyance. c'est ce que tu observes, ouais, ouais. Oui, c'est vrai que tu as raison, ça dépasse un peu ma croyance, mon Mmh. observation, oui. Mmh. Et donc je voulais pas ça, en fait, justement. Je pense que, derrière ces outils-là, mon aspiration, c'est vraiment l'autonomie, en fait. Ouais. Et je fais les choses Donc parce que c'est important, pas pour faire plaisir ou parce que j'ai peur, quoi. donc il y avait ce pilier, élargissement du champ culturel. Tout à l'heure, tu disais, il y a eu un autre pilier sur, la vision, Oui, c'est-à-dire, c'est Zingue, il dit, comment il appelle ça? Il appelle ça, la clarification des aspirations collectives, ouais. Et il me donc semble. là, Il me vous semble que avez c'est fait lui. un travail de On de a fait plusieurs réflexion, plusieurs travaux, ouais, oui, oui, on a fait plusieurs travaux d'essayer de trouver dans ce marché conservateur, essayer de faire de faire réfléchir tout le monde à une stratégie, possible ou à des stratégies possibles et à leur mode d'exécution, ouais. Ça, on avait fait ça, ouais, plusieurs reprises. À plusieurs plusieurs reprises. reprises, après à plusieurs reprises et en collectif large. Ouais. Vous avez associé jusqu'à combien de collaborateurs, par exemple? Jusqu'à tous les collaborateurs. Tout le monde, ouais. Vous Ouais, avez on a fait. fait World Café, Open Space. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Des parce visions remontantes, comme on appelle ça ouais, ouais, dans ouais, le ouais, ouais, ouais. Bouchonnois, des visions Ouais. avec les Oui, collaborateurs. oui, alors peut-être, ouais, vision Ouais, remontante. Moi, je me ouais. rappelle oui, c'était, type, Open Space, c'est ça que tu ouais, veux ouais, dire? c'est ça. Ouais, 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 ouais. C'est ouais. pas ça le Forum forum ouvert en ouvert, voilà, français. Voilà. forum ouvert Ouais, avec 100 du personnel, ouais, voilà, donc on a fait ouais. des choses comme ça. Là, c'était assez tôt, ouais, je pense que c'était effectivement autour de il y a une quinzaine d'années, je pense. Ouais, c'est ça. Très tôt, vous avez Et mené c et ce. c et naturellement, ça aussi, ça transforme de façon extrêmement profonde. Enfin, il y a un avant et un après, ce genre d'exercice, hein. Eh oui, Donc, évidemment et c'est évident qu'il y a probablement dans la population, de l'entreprise des niveaux de conscience différents qui se télescopent, mais, et donc, certains qui n'adhèrent absolument pas à ce genre de fonctionnement parce que c'est contraire à leur imaginaire. Mais pour la plupart des gens, ils se sentent, vivants, j'allais dire, reconnus, ouais, c'est ça. reconnus et contributeurs et pas seulement à leur poste, tu vois? Ouais, Mais participants, heu, à l'élaboration d'un futur commun. C'est plus grand qu'eux, quoi, à quelque chose ouais, qui est plus grand qu'eux. Voilà. ça. Extraordinaire. Voilà. J'adore. Et donc Et, après ouais, ouais, c'était les modes réflexifs. Donc en fait, une fois qu'on a décidé à plusieurs, où est-ce qu'on veut aller ensemble, à ce moment-là, c'est la mesure qui prévaut sur le contrôle. c'est Donc il ça. s'agit, d'essayer de mesurer, de mettre de la data, de construire des indicateurs qui ont du sens. Un indicateur qui a du sens, c'est un indicateur qui est compris, qui est trituré, qui 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 veut dire quelque chose dans la matière, quoi. Ouais, ouais. Pour Pour, la personne pour qui. la personne qui est Ouais, confrontée avec sa ouais, manifestation, voilà. ouais, Donc ça a pris plusieurs années, en fait, pour essayer de construire quelque chose d'assez pertinent, et tous les modes de relation. C'est-à-dire, en fait, dans une organisation, bon, heu en tout cas, mon expérience, c'est que nous, on a commencé par essayer d'améliorer les processus en stand-alone, si tu veux, et puis et à un moment donné, quand les processus en stand-alone commencent à peu près à avoir un fonctionnement moins erratique, je vais dire,
ou plus standard, eh ben, on peut commencer à s'atteler aux problématiques d'interface de processus. Donc, c'est-à-dire de communication à proprement parler, de structuration de la communication, qu'est-ce que des définitions, qu'est-ce que tu entends, c'est quoi un problème, c'est quoi ton indicateur, c'est quoi le mien, quelles sont les données d'entrée, les données de sortie, les données d'attente, et voilà. Et donc, et ça se construit au quotidien. Donc dans des processus réflexifs normés en fait. Voilà. Hum. Et Qu'est-ce que tu appelles processus réflexif normé? Qu'est-ce que ben, tu entends? c'est des réunions qui sont à date fixe avec une, deux, trois personnes qui sont de chaque côté du processus. Et C'est ça. donc on commence par l'inclusion, on descend les datas, on trouve si tout va bien, tout va bien. Si ça va pas bien, ben, quel est le problème? On passe du temps à définir le problème et à essayer de le résoudre dans l'intervalle. Ah, si on est dans une réunion hebdo, bah, le problème, s'il est à d'autres niveaux, on doit pouvoir le résoudre dans la semaine. Ouais. Voilà. Si on n'arrive pas à le résoudre dans la semaine, bah, c'est vraisemblablement qu'il a d'autres ramifications et donc il doit être traité à un autre niveau avec une autre équipe ou avec d'autres participants. Voilà. Et donc tout ça doit être automatique en fait, automatique ou assez autonome en fait. Voilà. Et Donc, donc, ce que je on est comprends, arrivé à ça, ouais. ouais, vous avez mis en place, dans mon langage à moi, je dirais, vous avez mis en place des rituels Oui, avec des conversations ritualisées dans les équipes, au plus près du terrain, dans lesquelles les autour équipes des peuvent, données, voilà, autour des données, autour des données, c'est-à-dire c'est chiffré, voilà, autour des pour partir des vrais problèmes rencontrés sur le terrain et aussi des réussites données. et permettre aux équipes bah, de résoudre leurs difficultés en autonomie au plus près du terrain, quoi, au plus près Oui, de... voilà, Ouais. au plus près de là où se forment les problèmes. Ouais. Et puis, du coup, je vois que tu évoquais, il y a aussi quelque chose, un des piliers autour de, finalement, que le contrôle se transforme plutôt en conversation, y compris individuelle ou comment? Non, non, c'est que derrière le contrôle, il y a une notion d'affrontement. Ouais. Derrière la mesure, il y a une notion de confrontation. Moi, je préfère la confrontation. Mm. C'est-à-dire qu'on regarde chacun le même objet et on essaie de se questionner pourquoi on ne voit pas le même. Alors que la confrontation, c'est on ne regarde pas l'objet et on regarde l'autre. Mm. Et on dit comment ça se fait que tu. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, et je pense que le contrôle, il alimente beaucoup plus ce deuxième fonctionnement. Donc il va pas vers l'harmonie et ça va pas vers vers l'autonomie en fait. Mm. D'accord? Parce qu'en fait, si tu contrôles, comment dire? Le contrôle est successif à une injonction. Et donc ça veut dire que derrière une injonction, il faut encore mettre de l'énergie de contrôle et encore mettre de l'énergie de sanction et encore mettre de l'énergie de correction. Moi, je pense qu'il y a une énergie qui est plus efficace dans on regarde ensemble la mesure et on fait ce qu'il y a à faire parce que de toute façon, on a envie de faire les choses bien. Si tu veux, globalement, je crois qu'on est tous dotés d'à peu près, une énergie de la bonne volonté, suffisante, quoi. Ouais, c'est Tout le monde n'est ça. pas, doté exclusivement de l'énergie de la mauvaise volonté. Ouais. Voilà. Et donc ça se traduit par concrètement la transformation de ce qui à une époque pouvait être un contrôle plutôt dans dans des rituels de rencontres, on part du réel, des datas et on réfléchit ensemble sur comment améliorer, quoi, comment Ouais, et de façon ritualisée. et de Voilà. façon ritualisée. Enfin, ritualisée, c'est-à-dire, enfin, en fonction de la taille des équipes, à la journée, à la semaine, au mois. Et c'est assez énorme, mais ça, on était allé chercher ça on l'a mis à notre sauce, parce qu'on n'a pas des ressources inouïes pour rester très, très proche de la doctrine, mais ça s'appelle du short interval management, en fait. Ouais, Animation à intervalles courts. ouais, Voilà. Donc on a essayé de faire ça pendant plusieurs années, et avec, bah, des transformations industrielles qui sont importantes. Et le quatrième pilier, c'est la clarification des aspirations individuelles. c'est ça. Donc c'est là petit à petit, où il faut faire sortir la mauvaise volonté, et puis essayer comment dire? De se présenter aux autres le plus possible en vérité. Et comment on fait ça? Comment on aide les Ah! collaborateurs à grandir là-dedans? Bon, Bah, on montre l'exemple. chez Lippi, en tout cas. Oui, déjà, on montre l'exemple. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je sais pas, Il y a eu quoi? Il y a eu du développement personnel qui a été oui. organisé. Il y a Oui, eu. alors ça, c'est plus tardivement. On a commencé assez tôt, sur des mécaniques d'inclusion.
Ouais. En fait, pour nos auditeurs, hein, ça a l'air de rien, mais en réalité, c'est ritualisé dans le quotidien des équipes, des temps où les personnes vont être invitées à se mettre à l'écoute de leurs ressentis et à les partager. Et en fait, ben, pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose que même à la maison, on ne vit pas, Mhm. pas toujours. Et donc, voilà, le fait de régulièrement avoir des espaces dans l'entreprise où on peut rendre présent ce que les personnes ressentent, ben, ça crée une sorte d'ouverture, d'accoutumance. Voilà, accoutumance, c'est pas le bon mot, mais de muscle, à savoir un peu plus s'écouter, se connaître soi-même. Alors, oui, ça m'amène plusieurs réflexions. Effectivement, moi je crois que l'individu préexiste au groupe. Et il s'agit pour le groupe de le constater, en fait. Et donc je crois que l'inclusion, c'est le bon moment où, bah, je me sens exister et le groupe sait que j'existe et à partir du moment où le groupe est constitué d'individus sociaux qui se sont mis à exister par la parole pendant quelques instants, alors le groupe peut faire des choses ensemble. Et voilà, donc moi c'est ce que je constate et j'ai à cœur de fonctionner de cette façon-là. Après il y a j'ai un peu de recul là-dessus. Bon, il y a une version molle, de tout ça qui est l'inclusion nounours. Voilà, donc c'est pas ce dont on parle, en tout cas, c'est pas ce à quoi j'aspire. C'est-à-dire la météo, quoi. Comment, ah, c'est soleil ce matin, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est soit soleil, soit pas très profond, ouais. soit pas très authentique, Ça. soit, très, très bienveillant, moelleux chamallow, quoi. Qui Donc pourrait nous mettre dans l'évitement, en fait, hein, des exactement, vrais exactement. sujets. Ouais. Donc et naturellement, ça existe, ça c'est évident, puisque comme tu le dis toi-même, même dans notre vie privée, l'inclusion, c'est un truc qui enfin l'inclusion, c'est-à-dire, la question de, comment je sais que j'existe, tout de suite là, dans une vie, il y en a qui vont passer à côté, si tu veux. Donc donc c'est pas évident d'aller tout de suite dans la profondeur, dans le faire un peu d'entraînement et donc évidemment, nous on est passé par le chamallow aussi et bon voilà. Mais ensuite, ça fonctionne assez bien quoi. Les choses se disent, et on troque petit à petit le chamallow contre, avec un peu d'entraînement contre une confrontation bienveillante quoi. C'était- Et donc c'est là-dedans que, bah, les aspirations, il me semble, les aspirations individuelles, se se dessinent. Est-ce que j'ai envie, moi, individuellement, de participer, à, une aventure, faite? Ça va au-delà, c'est-à-dire, est-ce que dans mon contrat de travail, il y a implicitement la participation à une aventure humaine, du type, voyage intérieur, par la confrontation avec autrui? Bah, ça, c'est à chacun de décider, hein, ça n'appartient pas au chef d'entreprise, ça. Hmm. Voilà. Voilà, donc tu as les 4 piliers, là. Ah ouais, ouais. Ce qui me frappe, la réflexion que ça alimente en moi, c'est à quel point, en fait, vous, chefs d'entreprise, vous êtes pour faire bouger les lignes durablement, en profondeur, culturellement, pour faire advenir des cultures plus, voilà, qui vont plus solliciter un niveau d'engagement plus fort, un niveau d'autonomisation, de responsabilisation des collaborateurs. Ça passe par tout un travail de fond d'aider de créer des circonstances pour que nos collaborateurs, et qu'ensemble on grandisse en fait, et, et au fond ce que le système éducatif ne permet pas, au fond, hein, je le dis maladroitement avec mes mots à moi, mais quelque part le chef d'entreprise à un moment, ben, s'il veut que ça avance, il est amené lui voilà à créer ces conditions, à permettre voilà, aux équipes de grandir, parce que j'ai l'impression que tout ça, c'est une affaire de grandir ensemble, quoi. Hein, En fait, il y a je crois qu'on est dans une autre lutte, c'est-à-dire, en fait, on a un il y a 2 choses, il me semble. C'est que, 1, le capitalisme est devenu extrêmement utilitariste
Et donc, c'est-à-dire que, enfin, pour moi, une entreprise, c'est une aventure humaine au service de faire quelque chose. Ok. Et se faire quelque chose, par le capitalisme utilitariste, du fait de ce système qui s'auto-alimente, euh, a pris le pas sur l'aventure collective, jusqu'à fabriquer tout un tas de pathologies. Bon, il suffit de prendre n'importe quel canard, même généraliste, pour comprendre que l'environnement du travail est difficile pour nos contemporains, en fait. Et je pense parce qu'on n'a pas suffisamment réfléchi ou mis en place de contre-mesures au fait que le capitalisme, parce que il ramène le futur dans le présent en permanence, euh, nous met sous contrainte, en fait. Ça, c'est le premier point. Donc. Et puis le deuxième, c'est que le monde, il est tellement plus connecté, tellement plus finalement en temps réel, c'est que chaque entreprise intervient dans un environnement tellement plus complexe que il faut se mettre à plusieurs pour résoudre la complexité au quotidien. C'est ça. Et donc, si je me connecte pas à l'autre en authenticité, en sécurité, ben, je vais pas résoudre des problèmes complexes, quoi. Ou alors, il y a un autre truc, et c'est le troisième point, on est dans un secteur dans lequel il y a tellement d'argent que tous les incendies relationnels sont noyés dans l'abondance de cash. C'est ça. Ce qui est possible aussi. Ouais, Moi, c'était pas notre secteur, il était plutôt aride en cash, tu vois. ouais, ouais, Donc ça ne permettait pas d'inonder les problèmes. ouais, ouais. Ou de les endormir. Ou de les, oui, ou de les endormir. De les endormir. Ouais, moi, et après, je critique pas. C'était ma responsabilité dans laquelle j'ai largement échoué de choisir un secteur où le cash est abondant. On y reviendra tout à l'heure sur l'entreprise. Nous tirons le fil ensemble de toute la transformation culturelle, organisationnelle. Pour être honnête, c'était pas le fil que j'avais prévu de tirer en premier, mais tu vois, nous nous sommes dit tout à l'heure en démarrant notre conversation que nous allions le faire un peu sans préparation. Ben, voilà, tu vois, moi-même, je me laisse guider par mon intuition. Et dans nos échanges préparatoires, tu utilisais un mot qui m'a laissé pensif, pour être franc, et qui m'a intéressé, qui m'a interpellé, et j'aurais goût de t'entendre plus. Tu as dit ces modèles d'organisation responsabilisants, d'émancipation des collaborateurs et culture qui permettent de, 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 voilà, d'embarquer un plus grand nombre de collaborateurs autour du projet de l'entreprise, eh bien, elle trouve, voilà, il y a un phénomène de limite des modèles d'organisation à conscience élevée. Tu as évoqué ce sujet-là. Est-ce que tu voudrais bien creuser un peu ça? Non, alors, ok, non, il y a une limite à moi, ce que je crois, ou ce que j'ai voulu faire, tu vois. Je pensais que on pouvait prendre une organisation avec, si tant est qu'on puisse la caractériser par un niveau de conscience. On la prend à un niveau et puis on va essayer de lui faire améliorer la conscience de soi de chaque individu, la conscience des relations, la conscience des processus, l'amélioration des processus vers un système autoporté. Et je constate que c'est quand même extrêmement long, difficile, que les collaborateurs de l'entreprise, enfin, ils n'ont rien demandé sur l'émancipation, hein. Je n'ai pas de mandat. Hmm. En tant que dirigeant, j'ai un mandat de diriger l'entreprise. Je n'ai pas un mandat de créer un système émancipateur, même si je pense intuitivement que c'est nécessaire. Je n'ai pas ce mandat-là, si tu veux. Euh, et donc, j'ai pu constater que c'était long, pas linéaire, d'essayer de faire monter le niveau de conscience de l'organisation. Ça, ça, ça arrive, je crois au processus et au système. Je vois bien que quand je mets des processus
avec des processus d'inclusion, par exemple, eh ben, au bout de 6 mois, 8 mois, bah, l'entreprise ne respire pas de la même façon. Ça, c'est évident. Faut-il encore, s'y atteler, demander à ce que les inclusions soient faites, s'assurer que, dans les réunions, on passe bien les 5 ou 7 minutes, nécessaires et que, petit à petit, l'authenticité, se substitue à la météo, enfin voilà. Et donc, faire traverser plusieurs niveaux de conscience, tu vois? Si je reprends, heu, les propos de Lalou, c'est de passer de, je sais pas, du rouge au vert, ou du orange à l'opale, enfin j'en sais rien, enfin je sais plus exactement C'est ça, dans quel, coloris, vont les trucs. Bon, ça prendra sans doute plusieurs générations. c'est ça. Parce que il me semble que, les boîtes, elles naissent avec un niveau de conscience et qu'elles vont passer longtemps, longtemps, longtemps avec ce niveau de conscience-là. Voilà, et bon, donc, si j'avais su ça, je m'y serais pris un petit peu différemment. Heu, j'aurais peut-être mis un peu moins d'énergie, j'aurais peut-être fait un petit peu les choses différemment. Mais bon, cette branche de Tu aurais l'histoire n'a fait, pas eu lieu. Non, je tu aurais pense que fait non, quoi? mais je te dis ça, parce que je pense que ça me traverse, l'esprit. Je n'en sais rien, en fait. Ouais. J'ai Tu, fait tu ce que relis. j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant je ferai différemment la prochaine fois. Ouais, ouais, c'est ça, bien sûr, évidemment. Voilà, Puis de toute façon, on sait voilà. bien qu'on est toujours plus intelligent après et qu'on va pas refaire l'histoire, Et puis etc. je ferai d'autres conneries, Mais, d'autres erreurs. mais c'est intéressant pour nos auditeurs de se dire, mais au fond, fort de ces 20 ans d'apprentissage, je sens d'un long chemin, parce qu'au fond, derrière ces... Si tu perds Ouais, du orange, tu vas pas aller à l'opale en une génération. exactement, c'est ça, au fond, Voilà, c'est ça que tu disais par cette phrase. C'est que voilà. Alors que moi chan- j'aspire à ça. ouais, c'est ça, changer de modèle d'organisation, pour aller vers des modèles émancipateurs, responsabilisants, autonomisants. J'aime bien ce que tu dis, autoporter. L'entreprise Mmh. s'autoporte et Mmh. se Partie, ouais. régule et en fait, ça appelle nos équipes y compris soi-même, au fond, en tant que dirigeant, et puis les managers, les co-dirigeants, etc., de tout un chemin de grandir, de croissance intérieure ensemble et que ça, bah, ça se décide pas sur un coin de table, ça prend du temps en fait, et que ça demande de la patience, de la Et détermination, de la patience et de la bienveillance avec soi-même, hein. C'est ce que j'entends ça aussi, dire on fait ce qu'on et peut, et peut-être puis même plus de patience que de volonté. c'est ça. J'entendais, tu vois, je sais pas si tu l'as déjà écouté, mais j'ai... Ah ben non, t'as pas pu l'écouter parce qu'il n'est pas encore sorti. Mes excuses. J'ai interviewé Vincent Monziol, qui est OK. également un ancien de VH, que je t'invite vraiment, quand l'épisode va sortir en décembre, à l'écouter. Et Vincent, il est en plein là-dedans, mais lui, il a démarré beaucoup plus récemment. Il vient de reprendre une boîte, ça fait à peine 3 ans qu'il en a pris les rênes. Et au fond, l'entendre parler de... Tu vois, j'ai questionné, mais alors, c'est quoi les prochaines étapes? Et moi, en bon consultant, je lui pose des questions. C'est quoi ta méthode? etc. Mais lui, pas du tout, quoi. Mais c'est pas ça. En fait, bah, j'écoute l'organisation et puis j'essaie de sentir où est-ce qu'elle est appelée, c'est quoi le prochain pas, et puis c'est quoi le... Et puis, il faut pas aller trop vite, parce qu'en fait, sinon, tu vas mettre en place des process d'autodécision, machin, ou supprimer des rôles de manager. Alors, l'organisation n'est pas prête pour ça, et donc ça va créer de la brutalité inutile. Elle est pas inutile, parce que si tu le fais pas, tu le sais pas. Donc, ouais, ce qui résonne là, dans ce que j'entends, c'est que, c'est peut-être avec le temps, c'est, plus de douceur avec soi-même C'est ça, et qui fait moins de brutalité avec l'organisation. c'est ça. Et peut-être plus d'écoute, Hmm. plus de sensibilité effectivement à ce que dit, le l'égrégore. Ouais. La Se la mettre à l'écoute du système, hein, de se mettre un l'organisation. peu plus à l'écoute, un peu Ouais, moins un peu être un peu comprendre qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être hyper déterministe. c'est ça. Au sens d'être déterminé, de vouloir
forcer Et lui dire voilà, voilà, je vais l'emmener ici avec tel niveau, avec telle ouais, mesure, voilà, c'est voilà. ça, Alors après, encore une fois, moi dans mon système dans lequel j'essaye de faire en sorte que l'humain soit pas la variable d'ajustement. c'est Donc ça. on peut imaginer que le système soit une entreprise soit parfaitement mécaniste, avec des objectifs sur un marché qui est très porteur et qu'il faut y aller, marche ou crève et que la variable d'ajustement finalement heu, si on veut pas, baisser les coûts, si on veut pas, ne pas baisser les coûts, ne pas augmenter les délais et ne pas diminuer la qualité en même temps, beh, si ces 3 piliers-là, parce qu'on ne livre jamais que du QCD, hein, dans tous les domaines, hein. Donc si les 3 piliers sont fixes, alors finalement, la seule variable d'ajustement, ce sont les bonhommes. Donc Ouais, je ne dis pas que ça ne puisse pas exister, mais moi c'est pas ton projet. c'est pas mon truc, ouais. Ouais, ouais, depuis le début, c'est clair ça. Ouais, Vraisemblablement depuis le début, ouais, ouais. ouais, Et en revanche, c'est pas parce que, je dis, l'humain, enfin, en tout cas les personnes doivent pas être la variable d'ajustement, qu'ils le sont pas eux-mêmes sans qu'on leur demande. 1er point. Et deuxième point, c'est pas parce qu'ils sont pas la variable d'ajustement qu'on ne livre pas un bon QCD. c'est-à-dire Pour le coup, bah, c'est-à-dire que tout ça peut être très performant tout ça au fond quand bah, on c'est pas que ça peut, c'est que c'est très performant. Nous, sait. enfin, en Ouais, tout cas, bon, nous, on a eu des difficultés qui me semblent être beaucoup plus liées à, en fait, qui ne sont pas des difficultés opérationnelles. D'un point de vue opérationnel, nous, on livrait, les clients avec un taux de service proche de 100 d'une semaine sur l'autre, c'est-à-dire commander le lundi, livrer le vendredi ou le lundi, avec peu de stock, sans stock, quoi. ouais. Alors on Donc va aller et ouais, en flux tiré, enfin en flux ouais, tiré, enfin quasiment en flux continu. C'est-à-dire ouais. dans lequel on n'est pratiquement plus processeur des matières. Donc Ce que donc opérationnellement, tout ce que je raconte, ça fonctionne, quoi. Après, c'est il faut ça, s'assurer que l'entreprise, elle soit sur c'est un ça, secteur porteur, enfin en tout cas dans lequel il y a suffisamment de clients solvables, c'est ça. Bon, avec une dynamique positive, voilà. Donc c'est pas c'était pas le cas dans notre marché, ça c'est un autre sujet. on va y revenir tout à l'heure hein, sur ce que vit l'entreprise actuellement, mais ce que je comprends, c'est que tu dis au fond, tout ce qu'on a mis en place, avec cette volonté que l'humain soit pas la variable d'ajustement, au fond, ça fonctionne, ça a fonctionné. La preuve en est notamment sur l'efficacité de voilà, de notre capacité à tenir nos engagements, à avoir un taux de service de très bon niveau, etc. Mais encore faut-il que le marché soit là et permette à l'entreprise de Et se développer. Juste avant qu'on aille sur ce point-là, tu évoquais tout à l'heure sur le quatrième axe, le quatrième pilier du management system de l'IPI, qui était poussé au développement individuel des personnes. Et à un moment, tu as dit, la première chose, c'est d'être exemplaire. Je voudrais juste faire un stop là-dessus parce que je crois que c'est absolument clé au fond, hein. Comment toi, tu as nourri ton chemin de dirigeant? Quel a été ce chemin? À quel moment tu as eu un déclic de dire, mais il faut que je bosse sur moi parce que sinon, je vais être peut-être la principale limite à ce que j'ai envie de faire. une réponse, pas flatteuse, tu vois? Pour moi, bah, immédiatement, en fait. Dès que j'ai mis le pied dans l'entreprise, je me suis rendu compte qu'il fallait faire quelque chose. Mais j'avais déjà commencé avant, j'avais fait quand j'avais, grâce à ma maman, déjà, je pense, du développement personnel. J'ai fait du PEI, des programmes d'enrichissement instrumental, quand j'avais, je sais pas, 18 ans. Enfin, j'avais fait des choses. J'avais fait un peu de PNL, quand j'avais eu 20 ans. J'avais commencé à identifier, qu'il fallait que j'explore, ma propre personnalité. Et je crois que le déclic, enfin, il y en a eu un certain nombre, mais un déclic, managérial, enfin, je suis passé par tous les travers, du mauvais manager. Ça doit être encore le cas d'ailleurs, il doit y en avoir encore. Mais, c'est quand j'ai accepté que j'étais, vulnérable, en fait.
Mmh. que je pouvais avoir des inquiétudes, et qu'à partir de ce moment-là, être authentique, c'était bénéfique pour tout le monde. C'est modélisant, en fait. Ouais. C'est-à-dire, dire voilà, là, ça je sais pas, ou j'en sais, je n'ai pas d'idée, voilà, je ne sais pas faire, ou je ne sais pas tout court, ou je peux t'aider à réfléchir, mais j'ai pas de réponse, ou de ne pas accepter des comportements inacceptables, parce que c'est entre les mecs sont bons, mais ils se comportent n'importe comment, voilà. Ou, ou tout simplement dire je suis inquiet, j'ai peur. De toute façon, quand je suis inquiet, tout le monde le sait. Aujourd'hui, hein, ouais, c'est ça. Ben, tout le monde le sait, c'est grave. Même avant, quand j'étais inquiet, les gens ils le savaient. Ouais. Ben, parce que moi, je suis dirigeant, un truc que j'ai constaté, c'est que j'étais mis à l'épreuve tous les jours par tout le monde en permanence. Donc, bah, si je suis inquiet, bah, je le porte sur moi. Donc ça sert à rien d'essayer de masquer, de dire ouais, tout va bien quand ça va pas forcément bien, quoi. Voilà, donc ça c'est un phénomène modélisant. C'est-à-dire que si moi je vais pas bien ou si j'ai pas de réponse, chacun est autorisé à ne pas avoir de réponse. Mmh. Ah, évidemment, c'est pas un, je ne crée pas un système où personne n'a de réponse sur rien et jamais, quoi. Ça marche pas. Mais oui, Mais ça d'être devient OK, autorisé, ça devient ça devient OK de ne pas savoir à un moment donné, d'être vulnérable à un autre moment, et ben, moi, chacun a des hauts et des bas dans sa vie, c'est pas parce que ça n'affecte pas le fait que, comment dire, ne puisse pas contribuer. Voilà, en fait, c'est d'accepter que nous sommes humains, en fait. ouais. Et je crois que, tout simplement, que c'est pas parce qu'on est dans une entreprise et qu'on a des engagements financiers ou budgétaires ou je sais pas, ou opérationnels, que on doit nier notre humanité, en fait. Au Et fond, la, et la variabilité de notre système émotionnel parce que nous sommes simplement humains. ce que je sens, c'est que depuis, et peut-être grâce à ta maman, très tôt, tu as baigné ou il y a une ouverture autour de toi sur bah, des opportunités de commencer, de faire un peu de développement D'être personnel. Donc, curieux, il d'être y avait curieux, en une fait. curiosité de soi hein, qui était là, je sens. Et puis tu as continué ce chemin, au fond. Hein, je sens que tu as Mhm. continué ce chemin. Nous, on s'est rencontrés chez EVH. Alors, pour nos auditeurs, EVH, c'est une... D'ailleurs, tu le décrirais comment, toi, Frédéric EVH? Tu y es resté combien de temps? J'ai fait 6 ans, 6 ans là-bas. Tu donc le deux, décrirais, deux cycles. Pas tu le deux cycles, décrirais comment, ce réseau de dirigeants? J'ai rencontré dans cette association d'autres dirigeants qui se retrouvent pour échanger sur le fondement de leur personnalité avec le prétexte des problèmes de l'entreprise. Intéressant comment tu te présentes. C'était un groupe de parole où on se comprend parce qu'on est tous dirigeants, Ouais, mais la question, c'est le fondement identitaire. ouais, c'est ça. En réalité, c'est des occasions de parler, de se mettre en recherche sur soi, son identité, son... Mmh. C'est doute permanent. Mmh. Ouais. Oui, oui, mais d'être humain après quelques séminaires. Mais je crois que moi, je suis rentré avec l'idée que j'avais des doutes de chef d'entreprise, j'avais pas des doutes d'être humain, tu vois. Ah Donc oui, c'est ça, elle est là, la transformation, peut-être. ah, ouais, c'est ça. Tu nous disais que l'organisation, l'entreprise a traversé un moment difficile. Le marché, tu avais utilisé le mot même un peu effondré à un moment. Tu avais dit que c'était un peu spectaculaire. On a dû se réinventer. C'est pas le plus facile de parler de ça, mais juste peut-être par curiosité, comment va l'entreprise là? Comment ça va? Vous avez passé le... Alors, nous, on a fait pas mal de croissance externe
entre 2020 ou 2019, peut-être un peu avant même, et 2022. Donc l'entreprise a beaucoup fait de croissance. On était sur un rythme de presque 50 millions d'euros au premier trimestre 2022, un rythme annuel. Au premier trimestre 2022, 25 millions, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le semestre. Et le deuxième semestre, on a fait 17, quoi, je crois, ou 16. Alors que Ah, normalement, nous, c'est équilibré, hein, 50-50 mm, premier semestre et deuxième semestre. Et depuis, j'ai l'impression que le marché fait -20 par an, quoi. mm, Et donc, on a adapté la voilure, on a réduit l'effectif en amiable d'un tiers la première année, sur 100 personnes. On a enlevé 100 personnes de l'effectif, en gros, en amiable la première année. On a perdu l'intégralité de notre trésorerie en 3 mois. mm. Donc voilà, aujourd'hui, le groupe fait une dizaine de millions. D'autres confrères ont disparu entre-temps. Enfin, c'est dramatique, hein. Ouais, Ouais, c'est ça. Le secteur dramatique. a Le, été se- balayé, quoi. Ouais, le secteur a été balayé. Alors, moi, je pense que oui, le secteur a été balayé. C'est mm. très étonnant. Étonnant. Dans des, Et dans des proportions comme celle-ci, je veux dire, bon, c'est considérable quand même. Enfin, la tornade, ça quoi. fait -60% en 3 exercices. Ouais. Et ce qui me touche là, c'est le sourire sur tes lèvres, alors que cette situation, j'imagine, qu'il y a part d'inconfort et d'incertitude et en même temps, il y a, ouais, puis je sais pas, être hérité, voilà, être porteur justement, on va zoomer un peu sur l'histoire de l'entreprise. Je te propose qu'on prenne quelques minutes maintenant pour se plonger sur cette partie-là que j'avais prévu de faire au tout début, mais bon. Et bref, ouais, bien. Le sourire, alors, puisqu'on ne nous voit pas, si tu veux, donc je C'est voudrais tout de ça. suite Ouais, redressement judiciaire et un plan de continuation. Il y a quand même qui boivent le bouillon dans l'histoire, hein. Il y a des write-offs qui sont très très importants sur les dettes. Donc c'est pas ça du tout qui me fait sourire. Ce qui me fait sourire, c'est l'aventure humaine. Enfin, je prends avec beaucoup de compassion et peut-être même d'espièglerie quelque part les manifestations de la vie c'est ou ça, les manifestations qui s'offrent à la vie et qu'on pourrait évidemment qualifier, que chacun pourrait qualifier seulement d'obstacles. Moi, j'essaie de les qualifier de manifestations et puis de voir ce que je fais avec. Voilà. c'est ça. Donc C'est la évidemment, vie. je ne crois pas que ce soit l'objectif de tout chef d'entreprise de se confronter aux procédures collectives. Ceci dit, on apprend beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses et, et je pense qu'il vaut mieux y être confronté plus tôt que plus tard. Ouais. Ça permet de traverser les clichés du chef d'entreprise, tu vois, qui sont le succès linéaire, surtout pas d'échec. Donc c'est ça qui me fait sourire, c'est que je souris à la vie, je souris pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et bon, après tout, le reste c'est que de l'argent, hein. Je sens derrière tes mots tout le chemin que tu as fait, hein, de détachement, de consentir à ce que la vie te présente, à ce que, voilà, et à faire avec, quoi, faire de ton mieux, donner de ton mieux. Et Oui, c'est mais pas banal ce que tu es en train de nous dire, je trouve, je, hein, je, je, je sais pas si c'est banal ouais, ou pas banal, mais ce que je constate, si tu veux, c'est que et l'organisation, elle n'est pas moins performante si je prête attention à qui sont les gens individuellement, si je peux les regarder, les reconnaître, alors, ça ne va pas affecter leur capacité de réflexion individuelle ou collective et de mise en œuvre des processus efficaces. Bah, de la même façon, ça va pas me rendre moins intelligent, moins coopérant, ou, heu, ou moins, capable d'appréhender, les opportunités de marché,
que de me dire, bon, bah, la vie ne me doit rien, je ne lui dois rien. Si devant moi, il y a des manifestations qui ne servent pas ma stratégie ou qui ne servent pas encore ma trajectoire, bah, je fais avec, quoi. Je contourne, je me l'utilise en marchepied, je m'arrête, je réfléchis, je fais demi-tour. Enfin voilà, j'essaie de pas rester bloqué trop longtemps sur un écart entre la réalité et le modèle mental que je m'étais fait du futur. Pendant trop longtemps, il me semble que je me suis dit: «Ma volonté suffira», jusqu'au déni de réalité, quoi. Voilà, si c'est pas le moment, c'est pas le moment, ça veut pas dire que c'est le moment jamais, mais peut-être qu'il faut juste attendre un peu ou peut-être qu'il faut s'y prendre un peu différemment, voilà. Et je pense que c'est pas encore la même chose que, c'est pas un manque de détermination ou d'obstination, ouais, c'est plutôt, de la souplesse avec la détermination en essayant de prendre d'autres, éléments, d'être plus, heu, comment dire? Plus à l'écoute ou intégrer dans mon fonctionnement au quotidien, plus de paramètres que celui absolument, du succès absolument, nécessaire, quoi. Pour pouvoir raconter des belles histoires à tout le monde. La première peut-être à moi-même. Fou comme, Je suis assez épaté, dans le brouhaha quotidien à quel point, ceux qui prennent la parole souvent ont le succès facile et c'était comme une évidence, et qu'il y avait qu'à faire comme ci, faire comme ça. C'est-à-dire que le hasard n'a aucun n'a 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 aucune part dans le succès, évidemment, hein, mais c'est bien connu ça. ouais, ouais, Heu ouais, et pourtant c'est la littérature existe là-dessus, hein. ah bah, oui, Il vaut mieux être au bon endroit et c'est les décisions ne sont pas liées, à la j'avais lu ça dans un magazine, peut-être dans le McKinsey, mais il y a longtemps, 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 hein, que les décisions des managers sont plus liées, la qualité des décisions des managers sur la valeur de l'entreprise sont plus liées au marché, qu'à la qualité de leurs propres décisions. c'est sûr. C'est complètement dingue. C'est ce Ouais. qui donne une part considérable au hasard. Ouais, oui, c'est ça, c'est C'est assez étonnant. ce qui Ouais, me moi frappe, je m'attendais pas du tout à ça. ouais, Bah, c'est un peu navrant quand même pour, quand on fait des ouais. efforts pour essayer de diriger correctement une boîte. Ce qui me frappe, c'est comment la pensée complexe, hein, et de finalement d'honorer le vivant et de respecter, de reconnaître voilà, que on est dans une organisation, c'est un être vivant et que bah, voilà, elle, elle se, je suis pas maître à 100% de tout ce qui se passe et, euh, et je ne maîtrise pas tous les paramètres et Mmh. euh, comment c'est présent dans ton discours là. Je trouve ça très Bah, inspirant. je suis Ouais. bien obligé de le constater si tu Tu veux. le constates, C'est ouais, une ouais, expérience. ouais, ouais. Alors, si on revient un peu dans les quelques minutes qui nous restent, un peu à l'histoire de l'entreprise, même si on fait ça un peu dans le désordre, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis le fil tel qu'il se présente et dans notre épisode. Et j'aurais voulu te poser quelques questions sur. Donc, l'IPI, c'est une entreprise qui a été fondée, euh, j'ai noté, par tes grands-parents en Qui a été trois. qui a été racheté par mes Racheté, grands-parents, pardon, racheté. racheté Oui, par oui, mes grands-parents, absolument, racheté. rapatrié d'Algérie en C'est ça, 1963. c'est ça. Et toi, donc voilà, ensuite, tes parents ont été présents. La génération suivante a porté l'entreprise, jusqu'au milieu des années 2000 Ça, et puis nous, on a pris la suite. avec ton frère, Mmh. arrivé dans les années 2000. Mmh. À 3 ans d'écart, hein, l'un et Ouais, l'autre, ouais, ouais, je crois à peu près, ouais. dans l'entreprise. Qu'est-ce qui te reste de ces années justement d'avoir repris l'entreprise, de ces premières années, finalement, tu en retiens quels enseignements de ces années de transmission? C'est quoi les questions, à ton avis, avec le recul, les questions importantes à se poser à ce moment-là?
Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Est-ce qu'il y a... Des conseils aux autres, je sais pas. Moi, la lecture la lecture que je fais aujourd'hui de ma propre histoire, c'est sur la question de la transmission. Finalement, dans une transmission, comme celle-ci, d'entreprise familiale en ligne directe, qu'est-ce qui se joue? C'est-à-dire, qui transmet quoi à qui? Qui est souverain dans cette décision? Voilà, et donc la question, elle peut se poser sur, celui qui transmet. Il transmet quoi? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est, un artefact dans lequel il a mis toute sa vie et tout, c'est un système émotionnel? Est-ce qu'il le transmet réellement ou pas? Heu, qui lui-même, il a engagé une énergie considérable toute sa vie, dans quelle optique? Pour réparer quoi? Ouais, c'est pas pour vendre quoi à quel client, mais c'est pour réparer quoi lui dans son système de croyances. Heu, la transmission, est-ce que c'est, une illustration du besoin d'éternité? Particulièrement dans, transmission en ligne directe, les récipiendaires, sont-ils autonomes, dans leurs décisions ou, sont-ils pris, dans une absence de libre arbitre liée, au fait que c'est une entreprise familiale qui a déjà sauté les générations? Voilà, enfin, ouais, donc en fait, pour moi, là, c'est tout ça, qui se joue, dans notre histoire, en fait. Et quelque part, le fait que l'insuccès permet de prendre conscience de ça. C'est ça. Si effectivement le marché est toujours là, et qu'il y a une question de loyauté. Donc Ouais, j'entends aussi effectivement dire: «Ouais, mais c'est ça quand on prend une boîte, il faut la positionner sur son marché, si le marché est plus là, il faut la déplacer», tout ça. Bon, la réalité, c'est que les transformations vraiment profondes de modèles économiques, il y en a une sur 10 ou une sur 100 qui réussit, hein. On reste quand même très, très proche de ce qu'on sait faire. Enfin, l'entreprise, elle peut rester très, très proche de ce qu'elle sait faire. Donc voilà, donc je pense que c'est quand on parle de enfin moi, quand je parle de transmission, c'est, c'est je pense que enfin, ce que j'ai mis à jour moi dans mon propre système de croyance, c'est, tous ces éléments-là, quoi. Et après je laisse aux professionnels, l'idée de combien de temps ça prend, quelles compétences il faut, quel conseil d'administration, pour éclairer quoi, les problèmes juridiques, fiscaux, tout ça, c'est pas mon sujet. Le ouais, sujet, c'est quel est cet objet qui répare autant de traumatismes, c'est ça, c'est ça. qui répare ou aggrave, autant de traumatismes, Tu nous en dis... dans la part de ce dirigeant-là, voilà. Ah ouais, c'est passionnant, hein. Tu utilises, t'es au cœur de, c'est drôle, c'est vraiment au cœur de mon métier. J'adore, hein, comment les mots que tu mets dessus, hein. Qu'est-ce qu'on est en train de transmettre, à qui, qu'est-ce pour réparer quoi? Je ne fais que répéter tes questions. Voilà, est-ce qu'il y aurait un besoin secret d'éternité ou une intention de répondre à un besoin d'éternité, voilà. Au fond, est-ce qu'il y a des loyautés qui nous attachent derrière? Est-ce que tu nous dirais un peu plus, peut-être pour rendre ces réflexions un peu plus concrètes pour nos auditeurs, au fond, dans ton propre parcours, est-ce que ce serait possible pour toi de parler un peu plus de, au fond, en quoi ces questions entrent en résonance avec ton propre parcours, tes premières années dans l'entreprise, ce que tu Oui, conscientises aujourd'hui, ce que la situation actuelle et de ces dernières années moi t'a je permis de suis, conscientiser davantage? heu, oui, oui, bah, je peux, si tu veux, en fait, je me questionne beaucoup d'une façon assez générale sur la question de qu'est-ce que c'est la liberté? Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Ouais, Donc je vous j'ai l'impression de considérer que je suis, parfaitement déterminé, quoi. Pas une once ne m'appartient vraiment. Donc à partir de ce moment-là où j'accepte d'être déterminé par tout un tas de phénomènes, à l'extérieur de moi-même,
ou même à l'intérieur, mon enveloppe physique, ainsi de suite, bah, je commence à regagner la liberté parce que je sais que j'ai des frontières, quoi. Et donc quand je me bute à la frontière, je dis: «Est-ce que c'est une frontière définitive? Est-ce qu'elle est bien correcte? Est-ce que je la change?» Donc à partir de ce moment-là, je me dis: «Tiens, quand je rentre dans l'entreprise, est-ce que c'est ma décision ou pas?» J'avais envie, mais depuis tout petit, c'est une entreprise familiale et je monte sur les Clarks depuis que j'ai 5 ans ou 6 ans. C'est ça. J'ai Voilà, été donc préparé dans mon voilà, système donc éducatif à partir du à... moment où j'y suis, est-ce que enfin, où je prends cette décision-là, bon, Quelle était ma vraie part de liberté à ce moment-là? quelle est ma part de liberté à ce Question. moment-là? Mmh. Donc ça, c'est pour moi et puis, je sais pas, au bout de quelques années, je fais une analyse de marché, assez simple. Je essaie de récupérer, les bilans, et les comptes de résultats de mon secteur d'activité, je fais la somme, des capitaux engagés, la somme des cash flows et je vois bien que, pour, heu, alimenter correctement, enfin que les cash flows ne suffisent pas à alimenter, les capitaux engagés. Et donc ça veut dire que le système est pas, financièrement stable, pas financièrement viable, tout le secteur économique et donc il y aura des restructurations, extrêmement, violentes, donc là on est en 2010-2011 et ce qu'on sait pas encore mais qu'on perçoit, c'est qu'il va y avoir en plus de la déflation compétitive, particulièrement de la péninsule ibérique, mais pas que. Donc c'est-à-dire que les conditions de marché ne sont plus réunies. Je le sais, je le calcule, je commence à faire, des coupes dans les activités et à un moment donné, en touchant, quelque chose qui est trop près du cœur de l'entreprise, je vois que c'est interdit. Ah ouais. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, on a les caisses pleines et on peut pas toucher au cœur de l'entreprise. Donc en tant que dirigeant mandataire, j'aurais dû me tirer. Ah ouais. Mais je me suis dit: Quand «Non, tu dis que je tu le suis» vois, quand tu dis que tu le vois, tu t'approches du cœur, tu vois que c'est pas possible d'y bah, toucher, tu le vois comment? C'est tes bah, actionnaires à ce bah, moment-là? Il y a oui, des actionnaires familiaux qui sont... c'est des parents, enfin, qui Ouais, disent: «Voilà, vous êtes ouais, en train de déconstruire ce qu'on a construit». ouais. Et donc, c'est-à-dire, en fait, vous touchez à la légitimité, de ce qu'on a fait, quoi. Ouais. Donc là, j'ai 50 ans, donc je porte un regard, je vois qu'il y a plusieurs niveaux logiques qui se télescopent à cet endroit-là, mais quand j'ai 30 ans, je le vois pas, en fait. Bien sûr. Donc à partir de ce moment-là, Julien et moi, on a cherché, à résoudre un problème économique, un problème managérial et économique, insoluble. Voilà et qu'on a réussi et puis qu'on réussit encore à faire, hein, si vous voulez, mais dans des missions un peu différentes, mais qui est insoluble. C'est-à-dire qu'il y a trop de capitaux engagés pour pas assez de rentabilité. Comme la rentabilité, on risque pas de la retrouver du fait, de la taille de l'entreprise et du fait du fait qu'il y a trop de capacités installées et qu'en plus, il y a beaucoup de déflation compétitive plus même, de la déflation, fiscale locale, hein, puisque quand tu dans ton secteur d'activité, quand il y a une scope, elle est quand même, très, 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 très avantagée fiscalement. La rentabilité peut pas progresser de façon, massive. En tout cas, elle peut pas atteindre la rentabilité d'autonomie, donc il faut baisser, les capitaux engagés et donc pour baisser les capitaux engagés, eh bien, il faut d plus de compétences pour résoudre des problèmes, plus complexes qui vont permettre de réduire le temps de cycle entre la commande et la livraison, entre la commande et l'encaissement et pour ça, il va falloir améliorer le rendement des machines et passer en petits lots et ne plus être propriétaire des stocks et baisser et rendre les mètres carrés puisqu'en fait, après tu n'as plus de stock ni amont ni aval. Donc, tu as les 3/4 de tes bâtiments qui sont vides. Donc voilà, c'est ça qu'on a essayé de faire pour surmonter un déficit structurel de valeur ajoutée dans le secteur. Est-ce qu'on Voilà, pourrait donc dire... ça et donc Ouais, ça on a réussi à faire ça. ouais, Bon, c'est ça. mais heu, mais c'est pas suffisant. Est-ce qu'on pourrait dire, Frédéric, que d'une certaine manière, par loyauté avec vos parents, vos aïeux, vous avez d'une certaine manière
fait de votre mieux pour voilà, pour faire perdurer un système, alors que finalement, Mais, tu as eu la conviction assez tôt qu'il y avait un loup et que il y avait quelque chose dans le modèle économique, dans ce secteur-là, qui allait pas fonctionner, quoi. la, la loyauté, c'est pas un gros mot. Non. La loyauté, c'est une valeur cardinale euh, quand elle est consciente. Moi, il se trouve que j'ai longtemps on a une loyauté inconsciente, une loyauté qui nous emprisonne. Mais cette loyauté qui nous emprisonne, elle nous a emprisonnés dans un endroit où il y avait des problèmes à résoudre et on a résolu des problèmes. Donc on s'est affûté sur des modèles de gestion qui sont extrêmement performants en fait. Et donc si on n'avait pas eu ça, s'il y avait eu pléthore de ronds, pléthore de financeurs de stocks qui débordent de partout, la question ne serait pas posée de comment est-ce qu'on fait un système dans lequel les gens sont autonomes pour résoudre beaucoup plus de problèmes que dans un modèle. Enfin, ouais, dans un modèle en flux tiré, on résout beaucoup plus de problèmes que dans un modèle en flux poussé. Au fond, ce que tu dis là, c'est que ça a été, même si c'était peut-être jusqu'à un certain temps une loyauté inconsciente, mais au fond, ça vous a donné une opportunité d'apprendre énormément, au fond, hein. C'était C'est énorme, énormément. Dans... de la diversité en fait. Et l'adversité, d'une adversité bénéfique en fait. Mais consciente aujourd'hui, et puis beaucoup moins consciente il y a quelques années de ça, en fait. Voilà. Et donc pas consciente, ça veut dire mettre beaucoup d'énergie, c'est-à-dire 80 heures par semaine, C'est ça, premier train du lundi, dernier c'est ça. train. Parfois avec un coût Je, personnel important, hein. ouais, ouais, oui, bah, naturellement. Enfin, mais après, mais Il y c'est a- là il y a- aussi, si tu veux, où ce que j'apprends, c'est que mettre tant et plus d'énergie dans un système pour le faire fonctionner, c'est pas juste de déverser son énergie vitale dans un système entreprise. Je crois que c'est pas ajusté. ouais. Et de Voilà, enfin, en tout cas, compenser. Ouais. c'est ma croyance du Ouais. jour. Ouais. Je sais pas Ouais. si c'est bien compréhensible. Mais... Ouais, je sens ne pas finalement vouloir faire de son métier de dirigeant quelque chose qui soit vraiment dans la force, Exactement, exactement. dans le mort entre les dents et on y va et on va chercher, on va fixer des objectifs, on va chercher à les délivrer coûte que coûte. Et au fond, ce que tu as appris, c'est que bah, le réel, qu'on est en train d'appeler le vivant, la vie, un organisme vivant, quelle entreprise, bah, au fond, ça fonctionne pas comme ça. Au fond, là, c'est que Ben, je pense il y a des contre-forces qui se mettent. Dès que tu passes en force, il y a des contre-forces qui se mettent à l'œuvre quelque part. Alors, est-ce que c'est tes concurrents? Est-ce que c'est des brigands qui te voient t'enrichir? Est-ce que c'est ta propre santé? Est-ce que c'est. Je sais rien. Hein. Il y a des contre-forces qui se mettent à l'œuvre. Pour terminer notre échange, Frédéric, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à un jeune, peut-être au Frédéric que tu étais, qui serait un jeune dirigeant, qui a 30 ans, là, et qui reprend, le flambeau, qui se retrouve dans la situation dans laquelle tu étais il y a 20 ans? Euh, Si tu avais comme ça deux, trois invitations, Ah, c'est pas des moi, conseils, c'est des invitations comme ça à lui donner. non, j'en ai pas. Et par contre, ce que je peux voilà, de façon très authentique livrer, c'est que vraisemblablement, j'écoutais pas grand-chose. À l'époque, tu écoutais pas grand-chose. Donc, tu vois, on aurait bien pu me donner des conseils. Ouais. C'était pas sûr que j'étais en mesure de les entendre. Et vraisemblablement, parce que dans la force et dans l'absence de compréhension, que je croyais que j'avais peur de rien et que j'étais totalement libre. Ce sera les quelques mots de conclusion de notre échange. Merci beaucoup, Frédéric. J'ai adoré. C'était complètement déstructuré. C'était complètement déstructuré, mais j'ai trouvé ça intéressant. J'ai vraiment passionnant. De m'approcher. J'ai l'impression vraiment de près voilà, de tout ce que tu as appris pendant ces 20 ans. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Merci à toi. J'espère, cher ami. D'une partie de ce qui est de l'ordre du, du formulable, en fait. C'est ça. Et du spectre des questions que tu as posées. J'imagine qu'il y a d'autres choses. Il y a encore d'autres choses. Il y aura encore plein d'autres choses à dire, bien sûr.
Chers auditeurs, chères auditrices, merci pour votre attention, vous qui êtes allés au bout de cet épisode, et n'hésitez pas à vous abonner si ces échanges vous ont intéressé voilà, pour découvrir les futurs épisodes, et nous nous retrouvons dans 15 jours pour le prochain épisode du podcast L'entreprise familiale, nouvelle génération. À tout bientôt.